Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui bouscule pas mal d'idées reçues sur la géopolitique africaine. On a souvent l'habitude de voir l'Afrique à travers un prisme très occidental. On parle de résolution de l'ONU, de grands sommets internationaux. Mais la vraie question, c'est est-ce que tous ces concepts sont vraiment pertinents sur le terrain? Alors, allons-y. La question centrale qu'on va explorer ensemble est la suivante. Et si les frontières de l'Afrique, telles qu'on les connaît, n'étaient au fond qu'une fiction, une simple construction de papier qui ne tient pas face à la réalité bien plus profonde des peuples et de leur histoire? C'est ça qu'on va décrypter. Pour commencer, notre première partie s'intéresse aux frontières de papier. Il faut vraiment comprendre ce conflit fondamental entre deux réalités qui s'affrontent en permanence sur le continent. D'un côté, on a le monde des traités, des cartes officielles. Et de l'autre, la réalité bien plus ancienne, bien plus vivante des peuples. Et si on regarde l'actualité, en ce 18 février 2026, on voit bien que ces fictions juridiques, cet héritage de l'époque coloniale, elles sont en train de craquer de partout. Le droit international tel qu'il a été pensé se prend de plein fouet des forces beaucoup, beaucoup plus anciennes et puissantes. Pour y voir plus clair, il nous faut une nouvelle grille de lecture. On l'appelle l'ethno-histoire. C'est un cadre d'analyse qui va privilégier les dynamiques profondes, les schémas ethniques, démographiques, historiques, plutôt que de s'arrêter aux frontières modernes des États. En gros, c'est un retour au réel, au-delà des apparences juridiques. Et là, le décalage, il est saisissant, vraiment. D'un côté, on a cette fiction juridique. Les frontières dessinées en 1885, le droit international, les résolutions de l'ONU, tout ça. Et de l'autre, la réalité brute, celle de l'ethno-histoire, les peuples, les clans, les grands mouvements démographiques. Et surtout cette solidarité ethnique qui, elle, se moque complètement des lignes qu'on a pu tracer sur une carte. Bon, voyons comment ça se traduit concrètement. Premier cas d'étude, la région des Grands Lacs. On va parler d'une poussée millénaire qui se déroule en ce moment même au Congo. Si on écoute l'analyse officielle, celle qu'on entend partout dans les médias, on nous parle d'une rébellion, celle du groupe M23. Une situation qui, bien sûr, alarme les Nations Unies, la communauté internationale. On parle de groupes armés, de déstabilisation. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder derrière ce discours. Parce que ce n'est pas juste une rébellion politique, c'est une poussée démographique massive. La citation est très claire là-dessus. On ne gère pas un conflit qui a des racines millénaires avec un simple bout de papier signé à New York. C'est juste impossible. Donc, le point crucial, le voici. Des populations des Hautes-Terres, d'origine nilotique, c'est-à-dire liées historiquement à la région du Nil, descendent vers le bassin du Congo. Et attention, ce n'est pas d'hier, c'est un mouvement historique de très longue durée. Sur place, la solidarité ethnique est bien plus forte que n'importe quelle frontière dessinée à Berlin en 1885. Et face à ça, les casques bleus, les forces internationales, ils sont impuissants. Allez, on change de région. On part plus au nord, au Sahel. Notre deuxième cas, où on assiste à quelque chose qui ressemble fort à la renaissance d'un empire. Là encore, l'analyse habituelle nous parle d'un échec de la démocratie. On voit le Mali, le Burkina Faso, le Niger qui claquent la porte de la CEDEAO, et hop, on interprète ça comme un recul démocratique, une victoire des régimes militaires. Mais et si on regardait les choses sous un autre angle? Si en fait il s'agissait du rejet d'un modèle politique qui n'a jamais vraiment pris racine? Un peu comme une grève qui n'a pas tenu. La citation le dit très bien. Un soldat malien, il ne se bat pas pour une constitution importée, un modèle jacobin qui n'est pas le sien. Non, il se bat pour son clan, pour sa terre. En créant l'Alliance des États du Sahel, l'AES, ce que font ces pays, c'est rejeter l'héritage politique colonial. En fait, ils retournent à une structure de pouvoir beaucoup plus verticale, une structure qui correspond à leur ADN historique. Et cette nouvelle confédération, elle est en train de recréer ni plus ni moins que l'ancien espace impérial soudanais, sur le modèle des grands empires précoloniaux comme l'empire du Mali ou du Songhai. Notre troisième et dernier cas nous emmène maintenant au Maghreb. On va y analyser un véritable choc frontal entre l'histoire et la fiction. Ici, le face-à-face Maroc-Algérie est peut-être l'exemple le plus pur de ce choc des réalités. D'un côté, le Maroc, un empire-État historique, une nation millénaire, qui cherche logiquement à retrouver ses anciennes provinces. De l'autre, l'Algérie, dont les immenses frontières actuelles sont une création de la colonisation française, et qui s'accroche à la politique des frontières héritée du FLN. Et si le régime algérien s'arc-boute comme ça sur ses frontières, c'est justement parce qu'elles sont une création coloniale. C'est une façon de masquer un manque d'antériorité historique face aux voisins marocains. Pour le régime en place, la défense de ses frontières est donc existentielle. Sauf que la situation est en train de bouger.
Avec les nouvelles dynamiques diplomatiques, notamment le soutien américain au Maroc, cette rente mémorielle sur laquelle l'Algérie a vécu pendant des années, elle est en train de s'effondrer. Aujourd'hui, c'est la réelle politique, la politique des rapports de force réels, qui reprend totalement le dessus. Alors, après ces 3 exemples, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quel est le message principal, le point clé de notre analyse? Le point crucial, c'est que l'avenir de l'Afrique est en train de se dessiner, là maintenant, sous nos yeux, et il prend la forme d'un réalignement. Un réalignement de la géographie politique sur la géographie humaine. Ce sont les peuples et leur histoire profonde qui sont en train de redessiner la carte, en effaçant peu à peu les lignes artificielles du passé. On ne peut rien comprendre à ce qui se passe aujourd'hui en Afrique si on refuse de voir cette réalité. Et pour finir, je crois qu'il faut vraiment garder cette phrase en tête, elle est puissante. En Afrique, le passé ne passe pas, il est le moteur du présent.